Un grand merci Thomas, un grand merci Denis pour l'invitation réitérée. J'étais venu vous parler il y a 2 ans de ce que les pédiatres avaient amené au monde adulte. C'était une session très sympathique et je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler donc du cancer le plus fréquent de l'enfant qui s'appelle les leucémies aiguës lymphoblastiques. Alors c'est un mot compliqué, mais on peut le résumer simplement. Leucémie, ça veut dire en grec le sang est blanc. Aigu voulait dire qu'autrefois, quand il n'y avait pas de traitement, malheureusement, les enfants décédaient rapidement. Et lymphoblastique veut dire que si la cellule n'était pas devenue malade dans la moelle osseuse, elle serait devenue une cellule de votre système immunitaire. Vous avez tous dans votre sang des lymphocytes. Et là, il y a eu une erreur, ça s'est bloqué dans la différenciation. Et ces cellules sont devenues un peu folles, sont mises à se multiplier en excès. Alors, vous voyez que j'ai utilisé un pluriel. C'est les leucémies aiguës lymphoblastiques et non pas la leucémie aiguë. Ce sont maintenant des continents de maladies différentes. Il y a 2 grandes catégories dans cette maladie qu'on appelle B et T. Et les leucémies B, c'est 85% des cas, les leucémies T, 15% des cas. Mais quand on regarde à l'intérieur de chacune de ces catégories, maintenant on en est à 25 sous-catégories moléculaires dans les B et 15 sous-catégories moléculaires dans les T. Donc vous voyez, on a au début un nom qui a l'air finalement de montrer une maladie homogène, mais on est dans des maladies extrêmement hétérogènes. Alors, ça, ce sont mes fameux liens d'intérêt, comme ceux de Nicolas. Beaucoup sont avec des compagnies qui développent des thérapies cellulaires. Alors, juste pour vous montrer un peu le triomphe des vieilles chimiothérapies, vous voyez qu'ici, on a des courbes, ce qu'on appelle des courbes de survie. Plus la courbe est plate, plus les enfants survivent longtemps. Et là, c'est le protocole qu'on a coordonné en France de 2016 à 2022. Il y a eu 2000 enfants qui ont été inclus, 2040 exactement, puisque pour vous donner une idée de chiffres, tous les jours, il y a un nouveau cas de LAL par an dans le pays. Il y a 365 cas par an chez l'enfant de moins de 15 ans vivant en France métropolitaine. Si on monte jusqu'à 18 ans, on est à peu près à 400 par an. Donc vous voyez, alors c'est sûr qu'à côté du cancer du sein, 60 000 nouveaux cas par an, c'est anecdotique. Mais on est tous là ici pour penser que ça n'est pas anecdotique. Donc, avec des chimiothérapies, peu importe les détails de la randomisation ici, vous voyez que la survie à 5 ans, c'est les courbes de droite, elle est de l'ordre de 95%. Là, j'ai pris 80% des enfants des 2040 qui n'avaient pas des caractéristiques de haut risque. Vous voyez qu'avec des chimiothérapies, on peut guérir extrêmement bien les enfants. Alors, est-ce qu'on est content? On pourrait l'être. Alors, pas tout à fait, parce que certes, on guérit des enfants, mais c'est avec des traitements que vous serez d'accord avec moi pour considérer quand même comme barbares. Que deuxièmement, il y a des enfants qui rechutent, et là, on rentre dans les ennuis. Il faut aller faire des greffes de moelle, des choses très, très lourdes. Euh, que c'est hétérogène, là aussi, c'est-à-dire que quand ça survient chez des bébés, ou des adolescents à l'inverse, ou des adultes, les taux de rechute sont beaucoup plus élevés. Il y a des rechutes quasiment incurables dans certaines formes. Et globalement, on n'est pas content du tout du pronostic des rechutes, même si on rattrape une partie des enfants. Et puis, il y a maintenant la toxicité, c'est-à-dire qu'on est arrivé au maximum de l'intensité des chimiothérapies, au point que maintenant, on a dans certains groupes autant de morts toxiques liées au traitement que de rechutes. Donc vraiment, là, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire. Et puis, ces 2 ans de traitement, une leucémie aiguë lymphoblastique, il y a les 6-9 premiers mois où on va quasiment pas à l'école. Ensuite, les enfants retournent à l'école, mais ils sont encore immunosupprimés, ils peuvent avoir des infections graves. Donc, on ne va pas dire que parce qu'on a sauvé 90% des enfants, on est content. Donc il y a 2 moyens d'envisager de faire mieux avec de l'immunothérapie, c'est-à-dire se servir du système immunitaire. Il y a un moyen dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui est d'additionner des autres médicaments qu'on appelle des anticorps, appelons ça des missiles pour faire simple, qu'on rajoute à la chimiothérapie. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, qui est une invention géniale d'un scientifique israélien qui est malheureusement décédé cet été, Zélie Guéchard, qui a eu l'idée de dire, et si on prenait les cellules de notre système immunitaire, les lymphocytes T, et qu'on arrivait à fabriquer à leur surface un harpon. Ce harpon, c'est ce qui est dessiné en bleu ciel ici,
Ce harpon aurait pour but d'aller se fixer sur quelque chose qui est à la surface des cellules leucémiques et de les faire que le lymphocyte T s'active, premièrement, et deuxièmement, se multiplie. Donc c'est un peu le soldat parfait. Il donne un coup de poing, il tue sa victime, mais en plus, il se multiplie. À l'après, vous avez 10 soldats. Donc ça, c'était un rêve. En 89, on était aux souris. Et entre 89 et 2017, on est arrivé à l'approbation d'un médicament par la FDA en 2017, par l'Agence européenne en 2018. Je donne ces dates pour vous donner le temps de la recherche. Donc vous imaginez, le concept, c'est 1989, l'approbation, la mise sur le marché, 2017-2018. Donc vous voyez qu'il faut être très patient, et je sais que c'est très dur pour les familles d'être patients. On veut que ça aille vite, on veut que ça sauve les enfants, nous aussi, mais malheureusement le temps est long. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est à gauche, vous avez l'invention de Zélie Guéchard. Et puis, on a raffiné cette invention. Et j'ai mis ici 3 personnes très importantes. Michel Sadelin, un franco-canadien qui est établi aux États-Unis depuis une trentaine d'années. Dario Campana, un Italien établi aux États-Unis. Et Carl June, qui est à Philadelphie. Et ces 3 personnes ont raffiné l'invention de Zélie Guéchard, au point que maintenant, on a quelque chose qui est approuvé par les agences européennes. Alors pour nous, pour les hématologues présents dans la salle, l'événement incroyable, ça a été la Société américaine d'hématologie en décembre 2012, parce que le même jour, il y avait la publication dans le New York Times de cette photo, qui est la plus malade, probablement la plus célèbre du monde, qui s'appelle Emily Whitehead. Elle a une fondation maintenant. Emily était à ce moment-là une petite fille de 9 ans qui était en rechute réfractaire d'une leucémie et qui était en phase palliative. Et à ce moment-là, un essai ouvert à Philadelphie avec ces fameuses CAR-T-cells. Donc on a pris des cellules dans le sang d'Emily, on les a modifiées génétiquement, ce qui à l'époque mettait plusieurs semaines, presque un mois, on les lui a réinjectées. Manque de chance, quelques heures après, elle était en réanimation, intubée, ventilée, tellement il s'était passé une réaction extraordinairement importante des cellules envers les blastes, puis des réactions du système immunitaire. Mais heureusement, on a compris ce qui se passait, on a donné un anticorps qui permettait de calmer le phénomène inflammatoire, elle a survécu, et maintenant elle est en 3e année de faculté. On est donc 13 ans après l'injection qui a eu lieu en avril 2012. Donc ça a été le coup de tonnerre, parce qu'elle a été injectée en avril, l'abstract a été soumis à un congrès en août, et elle a été présentée à la Société américaine d'hémato en décembre. Donc vous voyez, le temps de la recherche et de la communication s'est extraordinairement accéléré. Alors ce que montrent ces courbes, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous avez en ordonnée la quantité de vecteurs qu'on peut mesurer, c'est-à-dire le nombre de cellules qui ont incorporé le harpon. On voit qu'il y en a dans le sang, on voit qu'il y en a dans la moelle osseuse, on voit qu'il y en a dans le liquide céphalorachidien, ce qui veut dire que les cellules ont réussi à passer la barrière entre le cerveau et le sang, qu'on appelle les méninges, qui est un lieu où se cachent des cellules leucémiques. Émilie, c'est le patient 1, c'est celle qui est la courbe noire, et donc elle est en bleu. Donc sur ce premier patient, on se dit formidable. Mais il y a un deuxième patient, dont je ne connais pas le nom, il n'y a que les gens de Philadelphie qui connaissent le nom, et vous voyez qu'il y a eu la même expansion des cellules, c'est une expansion extraordinaire, hein. Il y a un facteur 100 000 là. Donc une expansion colossale, et puis malheureusement, ce patient, vous voyez qu'il a perdu les cellules, et ce patient a rechuté et est décédé. Donc on a appris sur 2 malades, ce avec quoi nous vivons encore aujourd'hui, c'est que pour que ces cellules guérissent éventuellement un patient, il faut non seulement qu'elles s'expandent dans le sang, qu'elles combattent la leucémie, mais aussi qu'elles persistent. Après, il y a une sorte de surveillance immunitaire. Il faut qu'il y ait des gardiens du temple et que le temple ne puisse plus être envahi par les cellules leucémiques. Alors, le point important, c'est qu'on sait qu'elle a toujours ces cellules, la fameuse Émilie, parce que
je vous ai pas dit quelque chose, c'est que la cible qui est à la surface des cellules leucémiques, elle est aussi à la surface de lymphocytes B normaux. Vos lymphocytes B fabriquent vos missiles anticorps. Si vous avez par exemple une sérologie positive pour le tétanos, c'est parce que quand vous étiez petit, on vous a vacciné, que vos lymphocytes B continuent à fabriquer des anticorps contre le tétanos. Donc là, si vous détruisez les lymphocytes B, il faut remplacer, on amène des anticorps, et la fameuse Émilie reçoit toujours des anticorps par injection sous-cutanée, une fois par semaine. Mais elle est en faculté, elle va très bien. Et surtout, elle n'a jamais été transplantée. Elle n'a jamais eu de greffe de moelle. Et le traitement dont je vous parle est quand même beaucoup moins toxique que la greffe de moelle. Alors voilà l'étude à laquelle on a eu la chance de participer en 2015-2016. La toute première enfant a reçu à Robert Debré des injections le 30 juin 2016. C'était pareil, une enfant en phase palliative. Elle va arriver à 10 ans le 30 juin 2026. Elle va très bien. Elle est en deuxième année de faculté, elle aussi. Et vous voyez qu'on a eu, dans cet essai absolument incroyable qui a été promu par les laboratoires Novartis, 25 sites, 11 pays, 4 continents. Il a fallu fabriquer les cellules aux États-Unis de tous ces malades. Certains étaient au Japon, d'autres en Australie. On a envoyé les cellules aux États-Unis. Elles sont revenues génétiquement modifiées 1 mois, 2 mois, 3 mois après, et on les a injectées aux malades. Et tous les malades qui étaient dans cet essai, il y en a une petite centaine, étaient tous des malades qui avaient un pronostic de survie inférieur à 6 mois. La courbe, elle aurait été à 0 à 6 mois. Et vous voyez que là, on a sauvé en gros la moitié des patients. Donc pour nous, ça a été une sorte de coup de tonnerre, cette histoire des CAR-T-cells, quand c'est apparu. Et surtout, là aussi, très peu d'enfants ont eu besoin d'une greffe après, ce qui veut dire que tant que les cellules sont là, elles surveillent, elles empêchent la maladie de revenir. Alors, on a participé avec d'autres à des études de revue sur les cas qui ont été traités après l'AMM, après l'autorisation de mise sur le marché. Et vous voyez que sur des malades en phase, encore une fois, très avancée, ils avaient rechuté 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois même. On a sauvé en gros la moitié de ces patients. Alors, comme je vous l'ai dit pour Émilie, ça ne se passe pas toujours très bien. C'est-à-dire que cette réaction qui va suivre l'injection des cellules peut être extrêmement violente. On appelle ça l'orage cytokinique. C'est-à-dire que le lymphocyte T activé, il tue les mauvaises cellules, mais que les autres cellules du système immunitaire déclenchent des sortes de réactions d'urgence. Les enfants peuvent avoir, ou les adultes, 41 de température, 42 de température, la tension qui chute, parfois une nécessité d'aller en réanimation, des problèmes infectieux pas très souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a appris à manipuler ça, on a, au début, dans l'essai Eliana, le premier essai dont je vous ai parlé, la moitié des enfants à la réanimation. Maintenant, il n'y en a plus que 15% environ qui vont en soins intensifs. Donc, on a réussi à contrôler la toxicité. On a des médicaments extraordinaires qui permettent de gérer ça. Et finalement, maintenant, ça se passe bien. On a les corticoïdes, on a les anticorps. Et globalement, nous, à titre d'exemple, dans notre service, où on en a fait maintenant à peu près 80, on n'a jamais perdu d'enfants à la phase aiguë liée à ça. Donc cette aventure extraordinaire a abouti à 4 autorisations de mise sur le marché dans le domaine des leucémies. Il y a d'autres maladies cousines où c'est encore plus développé, les maladies lymphomes de l'adulte et les myélomes de l'adulte. Mais voilà ce qu'on a dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc le médicament qui s'appelle le tisagène Leclecel, le médicament qui s'appelle Tecartus, un autre plus récent qu'on appelle Obicel, et puis, donc ça c'est 3 compagnies pharmaceutiques, et le dernier, si je vous en parle, c'est parce que c'est un développement purement académique qui s'est fait en Espagne, à Barcelone. Les Espagnols se sont dit, on n'a pas les moyens de payer, je vais vous parler des prix de ces médicaments après, et on va lancer un développement universitaire, hospitalier de ce médicament. Et ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché de l'agence espagnole.
et ils sont en voie, pour peu qu'on arrive à réaliser tous les essais de confirmation nécessaires en pédiatrie et en adulte, ils sont en voie d'avoir une AMM européenne, mais cette fois-ci un modèle très différent. Au lieu d'envoyer les cellules dans une usine, imaginez à l'hôpital Saint-Louis, puisque c'est là qu'on va le faire pour la France, les cellules des patients de Robert Debré vont aller à 20 minutes de là à l'hôpital Saint-Louis, vont être manufacturées localement et être ensuite revenir dans notre hôpital pour être injectées. Donc là, on transforme les hôpitaux qui sont capables de le faire, il n'y en aura pas beaucoup en France, en des sites de production. Donc vous voyez qu'on passe d'un modèle centralisé industriel à un modèle hospitalier de production de ces cellules. Ça sera moins cher en plus. Alors, on a appris des tas de choses depuis ces années-là. Thomas, il faudra me couper, parce que j'aurais trop de choses à dire. Rendez-vous. Beaucoup trop. On a appris beaucoup de choses. C'est qu'on pouvait prédire le risque d'échec à partir d'un certain nombre de facteurs avant l'injection. Par exemple, s'il y avait une masse tumorale trop importante, ça ne marche pas très bien. Si les patients ont reçu des CAR après avoir rechuté d'une greffe de moelle, si la rechute a été trop précoce, ça ne marche pas très bien. Il y a quelques anomalies moléculaires, mais je vais vous parler de quelques-uns des facteurs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des maladies extrêmement hétérogènes. Qu'est-ce qui se passe dans une cellule pour qu'elle devienne folle? En général, il y a des chromosomes qui se cassent à l'intérieur de ces cellules, ou il y a des lettres qui changent à l'intérieur du code, on appelle ça des mutations. Et normalement, dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, on a des catégories extrêmement prédictives, ou d'un bon pronostic, ou d'un mauvais pronostic. Et on s'est dit, ce qui serait génial, c'est si les CAR-T-cells, finalement, elles s'en fichaient de ce qu'il y avait à l'intérieur des cellules et de leur caractère agressif ou pas. De toute façon, on leur donne une grande claque, quel que soit leur génome. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et ces courbes, je ne vais pas les détailler, montrent que finalement, peu importe la sous-catégorie génétique, j'utilise le mot génétique ici, n'a rien à voir avec le mot héréditaire. Le mot génétique, c'est les pièces de fonctionnement du moteur des cellules. Donc, quelles que soient les caractéristiques génétiques, finalement, ça marche. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, ça, c'est nos collègues allemands qui l'ont montré, et on a une étude sous presse internationale avec 250 malades qui montrent la même chose. Si vous prenez les lymphocytes T chez un malade qui malheureusement a rechuté après une greffe de moelle, si vous les prenez dans une période trop précoce parce que la rechute est survenue très vite après la greffe, ça ne marche pas bien. Si à l'inverse, la rechute a été tardive après la greffe, ça marche très bien. Alors, s'il y a trop de masse tumorale, on n'est pas capable forcément d'amener au CAR des enfants avec une maladie complètement contrôlée. Et là, quand il y a une masse vraiment énorme, les résultats sont beaucoup moins bons. Vous voyez que là, il y avait notre cohorte en haut, moins de 50% de blast dans la moelle ou plus de 50% de blast. Vous voyez que la différence est absolument colossale en termes de pronostic. On ne sait pas très bien s'il y a un chiffre. Est-ce qu'il faut arriver avec moins de 5%, moins de 1%? Il n'y a pas de chiffre précis parce qu'il y a un autre facteur, c'est la vitesse de progression de la maladie. Et globalement, arriver au CAR avec des maladies non contrôlées, ça ne marche pas. Alors, je vous ai parlé d'anticorps qu'on pouvait utiliser en immunothérapie. Imaginez que vous êtes capable d'injecter une substance qui fait un pont entre le lymphocyte T dans votre organisme et une cellule leucémique. Pour rapprocher la cellule leucémique et le lymphocyte T s'active et fait une sorte de baiser de la mort à la cellule leucémique et la tue. Donc ça s'appelle le blinatumomab. C'est quelque chose qui est en train de transformer nos pratiques qu'on additionne pour l'instant à la chimiothérapie. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que si on donnait du blina, qui est un anti-CD19 comme les CAR avant, ça marchait plutôt moins bien. Mais en fait, on a l'impression que c'est les malades qui répondent pas bien au blinatumomab, donc probablement leurs lymphocytes T sont pas vaillants. Ceux-là non plus, si vous faites des CAR à partir de ces lymphocytes T pas vaillants, ils marchent pas très bien. Alors, je vous ai parlé de la persistance. Je
je vous ai dit, Émilie, elle a toujours ses quarts. Comment on sait qu'Émilie a toujours ses quarts? Est-ce qu'on peut les doser dans le sang des années après? La réponse est non. C'est-à-dire que les quarts, on les voit dans les 40, 50 premiers jours dans le sang. C'est très facile de les voir. On a des techniques de cytométrie, de sorte d'empreinte digitale fluorescente qu'on peut faire dans le sang. On voit les quarts. Mais après, on les voit plus. Alors, comment on sait qu'ils sont toujours là? On sait qu'ils sont toujours là parce qu'il n'y a pas de lymphocyte B. Vous fabriquez pas d'anticorps, il n'y a pas de lymphocyte B, les quarts sont toujours là. Mais le problème, c'est si les quarts disparaissent, à ce moment-là, on voit des rechutes apparaître. Alors, notre groupe l'a montré et d'autres groupes l'ont montré. Et en gros, plus ils sont là longtemps, et moins la probabilité de rechute est élevée. Donc, plus ça persiste, et mieux c'est. Alors, est-ce qu'il y a un moment où c'est pas grave si ça persiste plus? On ne sait pas très bien. Mais ce qu'on sait, c'est que si ça persiste moins de 6 mois, le risque de rechute est très important. Et là, il faut peut-être envisager de faire autre chose, par exemple une greffe. Mais c'est pour ça qu'on contrôle de manière extrêmement rigoureuse après l'injection des quarts. Les enfants sont en rémission au bout d'un mois, mais il va falloir contrôler après que les quarts sont toujours là, avec ce facteur indirect qui est donc l'absence de lymphocyte B dans le sang. Il a fallu qu'on se mette d'accord de manière transatlantique sur c'est quoi ne pas avoir de lymphocyte B. Quel est le chiffre? Alors je vais vous passer les détails, mais on a réussi à se mettre d'accord et à publier récemment des sortes de lignes directrices, on appelle ça des guidelines en anglais, pour dire si ce chiffre apparaît dans le sang, méfiez-vous, vous allez avoir une perte d'aplasie. L'autre chose, au début, on s'est dit, de toute façon, on s'en fiche de la dose qu'on injecte, puisque l'expansion, elle se fait dans le corps du malade. En fait, c'est pas aussi vrai que ça. Plus la dose qu'on injecte de quarts est élevée, et meilleur est le pronostic. C'est ce que montre ce diapositive. Alors, juste avant d'injecter les quarts, est-ce qu'on fait quelque chose? La réponse est oui. On va leur faire de la place. On va donner une chimiothérapie qui n'est pas extrêmement violente, qui associe 2 médicaments, la fludarabine et l'endoxan. Quand je dis pas extrêmement violente, c'est que par exemple, certains enfants gardent leurs cheveux. Donc c'est pour nous une chimiothérapie modeste. Ça reste de la chimiothérapie, mais elle n'est pas d'intensité trop forte, trop élevée. Et ce qu'on a montré, c'est que plus l'exposition dans le corps à ce premier médicament qui s'appelle la fludarabine était bonne, et meilleur était le pronostic. Alors, on va rentrer en 2026, on va faire un essai randomisé. On va essayer d'adapter pour chaque enfant la pharmacocinétique de manière individuelle. C'est-à-dire, on va doser le médicament après la première injection. On va adapter à ça. Et l'autre bras de traitement, ça sera, on fait comme d'habitude, on donne une dose fixe et on espère que le bras adapté fera mieux que le bras non adapté. Alors, il y a des facteurs après. Ce qu'on attend absolument des quarts, c'est que 1 mois après, on voit plus de traces moléculaires de la maladie. Si on en voit, c'est pas bon signe du tout. Donc ça veut dire que à la fois ces cellules sont surpuissantes puisqu'elles sont capables de nettoyer en 1 mois la présence de cellules leucémiques, mais aussi que si par hasard elles en laissent quelques-unes, et quand je dis quelques-unes, je parle de par exemple une cellule sur 100 000 diagnostiquées à l'intérieur de la moelle osseuse. Même si on en laisse une sur 100 000, la maladie va revenir. Donc on a finalement 2 moyens de se dire les quarts suffisent à eux en eux-mêmes ou pas. C'est 1, la maladie résiduelle à 1 mois. Et 2, est-ce que l'aplasie B persiste, c'est-à-dire est-ce que les quarts sont toujours là? Avec ces 2 outils-là, on arrive à piloter les décisions de ce qu'on va faire après l'injection des quarts. Combien il me reste de temps, Thomas? 1 minute. Il va falloir que je choisisse. Je vais choisir. En gros, là, on essaye d'améliorer l'écart. Je vous dis si je vais peut-être passer un petit peu de temps là-dessus. Je vous ai dit, pour fabriquer l'écart, c'est très compliqué. Donc, imaginez, ce sont des usines où il y a des gens habillés en cosmonautes, parce qu'il faut que tout ça soit stérile, qui travaillent
pour cultiver les cellules, les faire proliférer, rajouter un virus qui contient l'information génétique pour que le harpon aille à la surface. On fait des contrôles qualité, tout ça, ça prend 1 mois. Là, le fabricant s'est dit, on va restreindre le temps d'amplification dans les tubes. On va faire 2 jours au lieu de faire 10 jours. Et ça marche. Sauf que, pour l'instant, ils ne veulent pas entendre parler de tester chez les enfants. Donc on est très en colère avec ça. Et très très en colère, je peux vous dire, ça fait 4 ans qu'on se bagarre avec eux pour qu'ils nous donnent accès aux médicaments. Et ça, peut-être je m'arrêterai aussi là-dessus, c'est un des problèmes de ces histoires. Pour progresser, on a besoin d'avoir accès à des thérapeutiques extrêmement coûteuses. Il faut imaginer que ce que je vous raconte, ça coûte 300 000 € l'injection. Aujourd'hui, en France, dans le registre national, il y a eu plus de 6 000 patients qui ont reçu des CAR, des adultes atteints de lymphome, des adultes atteints de myélome, des enfants et des adultes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique. 6 000 fois 300 000 veut dire la communauté nationale a dépensé 1,8 milliard pour 6 000 malades, dont en gros, on va en sauver 3 000. Donc on rentre dans des questions de société qui est vers où on veut investir l'argent de notre société. Et donc, il est sûr qu'à côté de ces systèmes extrêmement coûteux, extraordinairement efficaces, il va falloir destiner, et en particulier pour les cancers pédiatriques et toutes les maladies rares, il va falloir dessiner des systèmes moins chers et qui vont permettre à tous les enfants et tous les adultes qui en ont besoin d'avoir l'accès à ces médicaments. Voilà, je vous remercie. On peut le voir comme ça. Alors, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que le coût réel, c'est 300 000 ? La réponse est non. Puisqu'il a fallu mettre au point, on a changé les organisations hospitalières, il y a le coût de l'hospitalisation, il y a le coût des traitements derrière. Aux États-Unis, ils sont sur des modélisations où le médicament coûte 475 000 $. Ils sont sur des modélisations à $1 million par malade. D'accord ? Donc, alors en Inde, le même médicament coûte 60 000 $, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, et en Chine, c'est pareil. Donc, il y a sûrement moyen de faire mieux. Et il y a un dernier moyen de faire mieux, je m'arrête là, je te promets Thomas ensuite, c'est que au lieu de prendre les cellules dans le corps, d'aller les cultiver dans des étuves, de leur mettre un virus dessus, etc., qui est donc c'est de la médecine ultra personnalisée. L'idée, c'est de se dire, et si on injectait le virus directement, que le virus était capable d'aller s'injecter lui-même à l'intérieur des lymphocytes T et de fabriquer le CAR à la surface du lymphocyte T, mais de le faire dans le corps. Et donc, on appelle ça des CAR in vivo. Et il y a 5 compagnies qui ont été rachetées pour des sommes entre 500 millions et 2 milliards de dollars récemment, qui ont démarré les essais cliniques en 2025. Et on espère qu'on aura les premiers résultats en 2026. Ça changerait complètement tout ce que je viens de vous raconter. Ça baisserait les coûts. On aurait des traitements prêts sur l'étagère, pratiquement faisables en temps réel. Donc ça changera complètement l'image. Peut-être qu'un jour, ça en sera là. Peut-être qu'un jour, on en sera là, Denis. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Une question ? Oui ? Ouais. Il y avait Nicolas qui avait une question. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on en est sur les tumeurs solides, CAR-T ? Parce qu'on est... Les tumeurs solides posent le problème suivant. Elles sont enveloppées dans une espèce de gangue et donc l'accès des CAR-T aux cellules tumorales est extrêmement difficile. Ça peut être parce qu'elles sont dans la tête, ça peut être même des boules à l'intérieur du corps. Alors, on progresse, puisque maintenant, sur le petit schéma là où il y avait les différents types de CAR,
on est en train de faire des CAR qui synthétisent des substances en plus d'avoir le harpon. Et ils synthétisent par exemple des substances qui détruisent la matrice, c'est-à-dire le grillage qui entoure la tumeur, de manière à faire de la place et aller au contact de la tumeur. Deuxièmement, il y a un phénomène très important qui est que la tumeur, elle a réussi à détourner à son profit le système immunitaire. Et il y a des cellules qu'on appelle immunosuppressives qui sont là, qui soit directement appuient sur la cellule T en lui disant « tais-toi, ne t'excite pas », ou qui synthétisent des substances qui arrivent au même résultat. Donc ces cellules immunosuppressives, pour les combattre, on est en train de fabriquer des CAR qui leur adressent à elles des messages en disant « tais-toi ». Donc, pour revenir très directement à la question de Nicolas, il y a des progrès sur les cellules des tumeurs solides, il y a des progrès dans les tumeurs cérébrales en injectant directement les CAR avec un petit réservoir dans la tête, avec des enfants qui se remettent à marcher, qui ne marchaient plus, qui se remettent à marcher. Malheureusement, les réponses sont courtes pour l'instant, ça se chiffre en termes de mois, mais la recherche est tellement extraordinaire dans ce domaine que je suis personnellement assez confiant. Merci beaucoup. Si je peux juste compléter sur le côté thérapie cellulaire, il y a également un autre mécanisme d'immunothérapie cellulaire qui s'appelle les TILS, où en fait il y a certains lymphocytes T en fait qui ont physiologiquement réussi à traverser le grillage en fait et qui sont présents dans la tumeur et qui ont réussi à auto-développer le harpon en gros, mais qui sont pas suffisamment en nombre. Et le fait de ces TILS, c'est cette possibilité d'aller chercher ces lymphocytes dans le micro-environnement de la tumeur, donc sur des biopsies, et d'aller les booster, les expandre et donc les réinjecter un peu comme les CAR-T-cells. Et donc ça aussi, c'est en train d'être développé. C'est une autre approche, mais qui semble intéressante. Et là aussi, il y a des essais, notamment des essais que nous, on ouvre en adultes, donc qu'on ouvre en dermatologie, en pneumologie, et on est en discussion également en neurologie. Et donc peut-être des pistes intéressantes avec une nouvelle modalité d'immunothérapie cellulaire. Merci. Un grand merci à tous.